Clandestin pour un meilleur destin? Voici l'histoire rocambolesque de Ruben, alias celui qui aurait dû prendre un bon avocat mais qui avait déjà trop dépensé. Si la vie était une série Netflix, Ruben en serait le héros incompris, marathonien de l'accusation sans forcer sur les baskets. Scène 1, été 2007, Bruxelles. Ruben, amoureux et futur papa dévoué, promène Carolina, enceinte au point d'exploser, dans des rues belges apparemment sponsorisées par un club d'arts martiaux clandestin. Première agression. Réaction logique, sortir le redoutable gardien Angel, qui n'est ni un super-héros, ni un ange, mais un propulseur de piment. Interdit en Belgique, mais très à la mode dans le Far West, ou en Suisse. Résultat, évasion poivrée et, manifestement, future sanction corsée. Scène 2, naissance et disparition. Solnay. Hurrah! Ruben sort le champagne, sauf qu'il n'a pas le droit, il est déjà suspect. Quelques semaines plus tard, deuxième agression, les Bruxellois n'ont pas de chance, où Ruben attire vraiment une surpopulation d'importuns. Cette fois, poussette incluse. Mais c'est sans compter la chaîne Netflix spéciale, kidnapping, procès, et exil maternel au Chili, là où les empanadas sont plus faciles à obtenir que la justice. Scène 3, activisme, l'art de se mettre tout le monde à dos version 2.0. Entre deux recherches sur Big Pharma et une passion subite pour les PowerPoint anti-pandémie, Ruben se transforme en lanceur d'alerte. H1N1 ou H1 Nosferatu, impossible de savoir. Il critique les vaccins, anime des forums, enterre des seringues, littéralement, harcèle Twitter, Facebook et probablement quelques chouettes dans les bois. Les fourmis blanches marchent, Ruben aussi, mais sur des œufs juridico-pimentés. Scène 4, la justice belge, ineffablement absurde. Condamnation, 37 mois ferme et demi-million d'euros d'amende, pour avoir dégainé un piment alors qu'un bijoutier du coin, lui, s'essayait au tir sportif avec bien plus de dégâts, sans conséquence. L'injustice version Kafka sauce mayonnaise. Scène 5, la justice belge, ineffablement absurde. Condamnation, 37 mois ferme et demi-million d'euros d'amende, pour avoir dégainé un piment alors qu'un bijoutier du coin, lui, s'essayait au tir sportif avec bien plus de dégâts, sans conséquence. Au menu, réponse massive, d'un silence abyssal, écran total, et retour à l'envoyeur. En 2017, rebelote en version email, parce que recycler ses échecs, c'est écolo. Scène 6, prescription. Enfin un point positif, Ruben obtient enfin son laissez-passer à la normale. Sauf que le karma, ce troll professionnel, décide qu'en 2022, c'est reparti pour un tour, mandat d'arrêt, nouvel épisode hospitalier, menottes, camisole, médoc imposé. Correspondance intergalactique entre amis européens perdus dans la jungle urbaine. Toto tape frénétiquement sur son clavier, cher José, que tal? Un mélange de langues, parce qu'une seule, c'est trop mainstream pour nos cerveaux polyglottes fatigués. Les questions fusent dans le mail comme des pop-corns sous le couvercle, Maru? Max? Studio? N'oublions pas le traditionnel, comment va boulot, auquel José ne répondra probablement pas, par flemme ou pour ménager le suspense. Toto se sent pousser des ailes, tout baigne, il chante sous la pluie galicienne comme un croisement de Gene Kelly et d'un pêcheur breton. Sa vie actuelle à Saint-Jacques-de-Compostelle est un long fleuve tranquille, sauf quand il faut courir après le bus ou esquiver un troupeau de chèvres locales. Eva, bienfaitrice officielle et sauveuse de portefeuilles ajourés, a permis à Toto de respirer financièrement. Enfin suffisant pour rendre la monnaie de sa pièce, il vend plantes, fait découvrir la flore, anime des routes. Et peut-être même vend un peu de hache, probablement de la harissa maison, vu la galéjade. Scène 5, fuite vers l'avant. Rêve éveillé et projet sauvage. Toto connaît des Belges en exil installés dans des villages fantômes galiciens. Il farfouille les groupes Facebook de hameaux oubliés comme on cherche la perle rare dans un vide-grenier sous la pluie. Scène 6, suspense rural, Alejandro, l'ami au domaine ancestral, promet monts et merveilles dès que, le patriarche, s'envolera vers de meilleures pâtures célestes, ce que nous ne lui souhaitons pas trop vite non plus, soyons honnêtes. Objectif, transformer la vieille ferme en Euroville bis, version mojito et caoutchouc. Scène 7, plainte technologique existentielle. Le grand mystère Vodafone, une recharge de 20 € sur le portable de Toto fond aussi vite qu'une glace au soleil, pour 6 pauvres SMS. On imagine déjà la hotline de Vodafone, merci de patienter,
votre argent s'évapore à la vitesse du réseau. Scène 8, morale de l'histoire. Le bonheur est dans les vieilles pierres, les groupes Facebook obscurs et les amitiés qui tiennent malgré les kilomètres et les tarifs d'opérateurs téléphoniques dignes d'une farce. Toto préfère les textes en espérant que José ne réponde pas uniquement après la retraite du saint patron des textos perdus. Scène 1, un matin typiquement galicien, un soleil qui essaie de percer la brume, des vaches qui éditent un solo de cloche, et moi, chaussant mes bottes avec la grâce d'un héron ayant pris du café trop corsé. J'ai changé de vie, oui, vraiment, promis juré. Terminé les klaxons, les bureaux aseptisés, place à l'éco-hameau, aux herbes folles, et à Bravo Foundry, qui sonne presque comme le nom d'un groupe rock mais où le plus bruyant reste le castor du ruisseau. Scène 2, imaginez une vallée en mode carte postale pour écologistes exigeants. Un ruisseau glougloute, passage préféré des libellules et des gens débordant d'enthousiasme pour la baignade sauvage. Un moulin à eau, vieux sage des lieux, regarde tout ce microcosme s'agiter, attendant patiemment qu'on lui redonne vie ou au moins qu'on le débarrasse de la collection de mousse artistique sur sa roue. Scène 3, les habitants sont hauts en couleur, il y a donc Pablo, qui parle au cerf comme à ses enfants, Maria, qui fait du fromage de brebis et de la poésie, et moi, déterminé à planter une forêt comestible, à défaut de réussir à survivre à la permaculture sans confondre panais et radis noirs. Scène 4, hier, baladons-nous dans les bois, ou plutôt, balade de 2 km à travers prairies et ruines chevaleresques. 30 marcheurs, la moitié égarés en botanique, l'autre en contemplation de la chapelle de 1624. Émerveillement général quand on apprend que certaines pierres datent du château en ruine. Donc, on marche sur l'histoire, s'écrie un participant qui prendra 72 selfies, 3 de même, le reste avec le four à pain ancestral. Scène 5, la journée s'achève dans la joie, même les voisins propriétaires d'autres éco-hameaux débarquent, stylo dégainé, prêts à m'inviter pour organiser des stages de cueillette. Calendrier se remplit plus vite que le compost avec toutes les épluchures de la semaine. Miracle, déjà une inscription au tout premier stage botanique. La pub locale est plus efficace que Facebook, surtout quand c'est la chèvre du coin qui relaie l'information. Scène 6, ma grande mission. Transformer Bravo Foundry en jungle comestible. Planifier des permacultures qui feront pâlir de jalousie le jardinier de Versailles. Je sillonne les champs, armé de mon manuel « Forêt nourricière pour les nuls », interpellant, non sans naïveté, chaque plante croisée, t'es comestible, toi ? Non ? Dommage. Scène 7, mais pas de panique, je ne renonce pas à Saint-Jacques. Un retour chaque mois, histoire de ne pas perdre le fil du monde civilisé et d'organiser là aussi quelques stages. À chaque retour, la gare locale est persuadée que je suis un pèlerin en avance ou un druide en tournée. Scène 8, les soirées se terminent souvent par un débat existentiel sous le clair de lune, les limaces, c'est vraiment nécessaire, suivi d'un concours de qui dormira le premier dans le hamac fait en ficelle de chanvre. Scène 1, le réveil sonne dans la cabane spartiate de Ruben, autrefois un palace de zénitude, aujourd'hui un ring de boxe psychologique. Ruben, la tête encore dans ses rêves de permaculture et de tomates plus grandes que ses déceptions, regarde par la fenêtre. Silence à couper au couteau, ambiance fin du monde, ou peut-être juste fin d'utopie. Il ouvre la porte pour aller désherber le carré des courges. Il tombe sur l'unique résident permanent, alias Jean Mesquin, qui le regarde avec l'intensité d'un chat qui a repéré un concombre hostile. Dialogue musclé sur le compost, t'es sûr que tes coquilles d'œufs ne vont pas déclencher une guerre interespèces ? Ruben sourit, tente une blague, récolte un grognement. Petit flashback humoristique. Ruben se souvient de Denis, le chef bienveillant au charisme végan qui, la veille, est reparti pour Berlin, confiant son joyau éco-amolien à ce duo digne d'une mauvaise sitcom. Ruben, la veille, jurait devant un verre de kéfir, mais oui, tout va bien se passer. Nouvelle altercation matinale. Soudain, Jean Mesquin explose façon volcan Cantalou, depuis que t'es là, mes plans de rutabaga dépriment. Ruben comprend instantanément le message subtil, dégage, ami de la biodiversité, tes betteraves révolutionnaires ne sont pas les bienvenues. Ruben, noble et désemparé, remplit son sac de graines et d'idéaux, écrit une lettre déchirante à Denis sur un vieux carnet récupéré au compost. Cher Denis, ton paradis vert vient de passer à l'orange. Je replante mes rêves ailleurs mais sache que la forêt comestible n'aura pas vu tomber tous ses fruits. Retour à Saint-Jacques. Ruben retrouve son studio et ses plantes en pot, qui elles, au moins,
ne critique pas la position de la Lune. Sur son téléphone, il tente de retrouver son réseau social, hésite à reboter son identité en ouvrant le compte d'Eva, une copine qui n'a que faire des jaloux et préfère les lapins aux humains problématiques. Conclusion optimiste devant la fenêtre, toujours celle du studio, mais vue sur parking. Ruben songe, le sourire en coin, un Jean mesquin ne fait pas le printemps. Il y aura d'autres éco-hameaux, d'autres forêts comestibles et, qui sait, peut-être un jour un compost sans prise de bec. Moralité, même à la campagne, le plus dur à cultiver, c'est parfois la convivialité, mais qu'importe, on ressemera ailleurs. Toujours. Le réveil sonne dans la cabane spartiate de Ruben, autrefois un palace de zénitude, aujourd'hui un ring de boxe psychologique. Ruben, la tête encore dans ses rêves de permaculture et de tomates plus grandes que ses déceptions, regarde par la fenêtre. Il ouvre la porte pour aller désherber le carré des courges. Il tombe sur l'unique résident permanent, alias Jean Mesquin, qui le regarde avec l'intensité d'un chat qui a repéré un concombre hostile. Pourquoi ai-je quitté Minsk? Ah, la question que tout le monde se pose à la fin d'une soirée, quand le vodka coule et que la mayonnaise refuse de s'épaissir. Imaginez la scène, Ruben, personnage principal, éternel optimiste armé de baguettes de pain et de manuels de grammaire, se lance dans la jungle bureaucratique biélorusse. Sa mission, ouvrir une école de langue, un club d'expat et une sandwicherie. Oui, l'entrepreneuriat, version 21e siècle, sauce slave et cornichon. Tout commence avec des sanctions internationales, un peu comme des règles de Monopoly mais sans passer par la case départ ni toucher 20 €. La ville tourne au ralenti, et Ruben tourne en rond. Transactions bancaires? Comptez 6 intermédiaires, 2 changeurs de crypto, et une mule du dimanche qui préfère le vélo à la valise Louis Vuitton. Une fois sur deux, la monnaie finit par ressembler à un ticket de caisse, sans la satisfaction du sandwich. La fiscalité, c'est le clou du spectacle, chaque sandwich, une épopée, chaque tomate, un acte de bravoure administrative. Ruben se voit devenir le Picasso de la balance. Combien pèse une tranche de concombre, demande le fisc. Est-ce que la mayo est taxable au gramme? Un vrai suspense, la mayonnaise, liquide ou solide? Le fisc, c'est l'éléphant rose du récit, omniprésent, jamais rassasié. Les invendus, hélas, vendus à moitié prix, mais perdus dans 4 tableaux Excel et 6 signatures. Les comptables biélorusses, héros anonymes à cravate rayée, jurés comme dans une série Netflix, la moindre erreur, c'est game over. Ils deviennent l'avant-garde du fisc, ou peut-être du KGB, personne ne sait vraiment. Ruben, lui, accumule cachets et tampons, rêve d'une sandwicherie où l'on paie en sourire, mais on lui demande la recette exacte de l'amour et surtout sa TVA. Le plus poignant, c'est la concurrence, les cantines soviétiques partout, des repas complets pour moins cher que les sandwichs. Ruben passe devant, les narines frétillent, mais il salue, au moins, eux, ils mangent. C'est un humour de survie. Pour son école, il inverse le plan initial, des cours de russe pour les Chinois et des cours de chinois pour les Russes. Les Européens, eux, préfèrent apprendre à manger les sandwichs, s'ils passent en douane. À court de fonds, Ruben plie bagage mais laisse derrière lui un concept d'aventure, une philosophie, vivre mieux, sécurité, qualité de vie, entre 2 cachets fiscaux. Peut-être retournera-t-il là-bas, pour l'amour du chou fermenté et de la tranquillité urbaine. Son mentor Jamie Noterman, sorcier des constitutions conviviales, parlait de solidarité, à toi je donne, de toi je reçois, ensemble nous partageons. Ruben se souvient, rêve d'un monde où l'on imprime des chartes et des sandwichs sur un même rouleau. Un matin brumeux sur la côte camarguaise, 3 silhouettes mystérieuses débarquent sur la plage. Marie la mère, tout de bleu vêtue façon look intemporel, mère juive fatiguée, tient à bras le corps un coffre long et luisant. Après elle, Marie-Madeleine, célèbre pour sa chevelure et son tempérament de feu, tente désespérément de lire une carte où toute la Gaule n'est qu'un gigantesque marais. Suit Sarah, adolescente frondeuse, CAP chouchou multicolore sur la tête, portant le plus sacré thermos de soupe à l'oignon de l'histoire. À leur côté, Joseph d'Arimathie, qui avant d'être le brocanteur presque officiel du quart sud-est, a l'œil inquiet, vous êtes sûr que c'est ici Sainte-Marie de la Mer? Ou on s'est encore perdu à Fos-sur-Mer? Un silence religieux s'installe, interrompu seulement par la voix de Marie-Madeleine qui tempête contre son GPS, ce truc indique toujours la direction du prochain troquet. Parle Olivier.
Tandis que la foule locale approche, persuadée d'assister à une reconstitution romaine, les femmes installent le coffre sur la plage. Marie tient fièrement un bâton à embout doré, Sarah dégaine le sien façon selfie stylé et Marie-Madeleine, visiblement plus initiée, le pose dans le sable et s'assied dessus, déjà épuisée. Un curieux habitant, moustachu et méfiant, s'approche. C'est quoi dans la malle, une relique ou un fromage? Marie-Madeleine, énigmatique, on appelle ça le Graal. Mais pas la version coupe à vin, hein. Non, non, plus la version historique coulée avec couvercle hermétique. Aussitôt dit, aussitôt un débat s'engage parmi les badauds. Certains y voient le corps momifié de Jésus, d'autres une boutique éphémère de souvenirs bibliques. Une vieille dame jure avoir vu le même coffre lors d'une brocante à Avignon, entre une belette empaillée et un missel à moitié grignoté par les mythes. La coupe posée au centre attire tous les regards. Un petit-fils érudit éva de sa leçon, sans Graal. Sang réal. Vous ne voyez pas? Le sang royal de la lignée davidique, comme dans le Da Vinci Code. Un adolescent lance, narquois, sérieusement, mamie, t'as regardé trop de documentaires Arte la nuit. Dans la confusion, voici l'arrivée fracassante de Léonard de Vinci, sorti d'un portail temporel, pinceau à la main, je savais bien que je m'étais trompé d'arrière-plan pour ma scène. Désolé pour la confusion avec Jean, mais la barbe n'était pas très claire sur le modèle. Caché derrière les roseaux, Andrei Roublev observe. Sobriété slave, il explique, ce sont 3 femmes, 3 tours, 3 bastions contre la fadeur de l'histoire, et point final. Si on commence à transformer chaque icône en plan généalogique, où va-t-on? Scène 1, Aparchisson, personnage principal désabusé, arrive, un casque audio vissé sur les oreilles, en pleine jungle urbaine. Il brandit sur son téléphone le 100e mail de relance à une agence, arborant l'expression pleine d'espoir du joueur de loto débutant. Il se sent observé par les agents immobiliers dans la savane de la location. Scène 2, le décor s'anime. Les agents immobiliers se transforment en fauves. Ils scrutent la foule d'un air gourmand devant la vitrine des offres. Monsieur, revenu trimestriel? Prime de Noël? Héritage d'un oncle en Australie? Non? Prochain. On imagine la file d'attente devant la porte, chacun armé de fiches de salaire scintillantes et de garanties locatives aussi épaisses qu'un dictionnaire Larousse. Scène 3, interrogatoire façon film noir. Aparchisson face à l'agent Gestapimo. Vous, là. Avez-vous déjà oublié d'arroser des plantes? Êtes-vous fumeur occasionnel de sardines? Avec ou sans enfant, poisson rouge inclus? Aparchisson s'interroge sur la prochaine question, est-ce que votre karma sera compatible avec la moquette de 1973? Scène 4, flashback en 1985. Aparchisson version jeune, avec coupe mulet et chemise à motif, saute dans le salon familial. Les parents, sourire Colgate, racontent comment ils ont loué une villa luxueuse avec piscine municipale, pour 18 000 francs belges. La scène vire au sépia tandis qu'Aparchisson soupire en revenant brutalement en 2024 où même les poubelles demandent une caution. Scène 5, sur fond de crise nationale. Les usagers du train entassés dans un bus miniature, destination, nulle part, les villageois deviennent des aventuriers. Les petites gares envahies par la mousse et les écureuils, seuls les rats semblent y trouver logement. Aparchisson regarde les départs de jeunes, de commerçants, de médecins. Une voix off dramatique, oui, tout s'en va, même le pain parfois. Scène 6, le grand marché, géant capitaliste hilar, explique à Aparchisson la leçon, tout doit rapporter. Même ton sommeil, même ta cage d'escalier. Aparchisson rêve à voix haute, si seulement dormir dehors rapportait des points de fidélité. Scène 7, révolte. Sur la place du village déserté, sous le panneau « À vendre », tout le monde, une bande de locataires à roulettes brandit des fourchettes et des tupperwares vides. Crime en augmentation? Peut-être juste que les gens cherchent un abri, et que les sociétés de gardiennage distribuent désormais des matelas gonflables. Scène 8, Aparchisson, philosophe, salue la caméra, le logement, ce devrait être un droit. Mais aujourd'hui, même les utopies sont au prix du marché. Courage à nous tous, sans fiche de paix, mais avec grand cœur et humour, pour survivre à la jungle de l'immobilier. Clap de fin ironique, Aparchisson tente une dernière candidature. Sa lettre de motivation commence par « Je promets d'arroser la moquette ».